Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Le contrat d'objectif. On est lundi, il est 8h40. Aujourd'hui, pour une fois, j'ai un peu d'avance. Je prends un café au distributeur automatique et je ressors le boire dehors, sur le parvis du tribunal. Il fait beau, c'est calme, on entend à peine le son des voitures qui filent sur l'avenue en contrebas. Pas loin de moi, un groupe d'avocats discute, cigarette à la main. Aujourd'hui, je me prépare à vivre une audience exceptionnelle. D'habitude, on juge 7 ou 8 affaires en une demi-journée. Là, c'est un seul gros dossier qui va nous occuper pendant 2 journées entières. J'ai prévenu mon entourage à la maison, je vais ressortir de là complètement lessivée. Une audience, c'est toujours une épreuve. Il faut rester assise pendant des heures, se concentrer, croiser les informations, ne rien montrer de ce qu'on ressent, mettre de côté son envie de manger, de bâiller ou d'aller aux toilettes. Mais surtout, c'est éprouvant sur le plan émotionnel. Il y a des histoires qui sont difficiles à entendre et des décisions qui sont difficiles à prendre. L'audience d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'objectif. Le ministère a donné des moyens supplémentaires au tribunal pour enfants. En échange, le tribunal s'est engagé à juger 73 dossiers en souffrance dans un délai de 4 mois. Les dossiers en souffrance, ce sont des affaires qui attendent depuis plusieurs années d'être jugées. Dans mon dossier, la victime s'appelle Noé. Il avait 13 ans au moment des faits. À l'époque, une rumeur qui circulait dans le quartier disait qu'il était homosexuel. Un vendredi après-midi, alors qu'il rentrait du collège, Noé est traîné de force par d'autres collégiens dans la cave d'un immeuble. Là, il est insulté, frappé, déshabillé et il subit un viol. Alerté par le bruit, un résident descend et le calvaire de Noé prend fin. Selon la police, il y avait 11 collégiens dans cette cave, en plus de Noé. L'enquête n'a permis d'identifier que 9 garçons. 6 ans après les faits, ils vont enfin être jugés. Quand j'arrive dans la salle d'audience qui a été spécialement affectée pour ce procès XXL, je vois une myriade d'avocats qui s'agitent. Certains se parlent à l'oreille avec un air consterné, d'autres s'installent en soufflant bruyamment, d'autres encore passent des coups de fil pour tenter de s'organiser. Je ne vois pas la victime, les prévenus ne sont pas là non plus. Sur l'estrade, derrière la grande table en acajou, la juge des enfants fait une tête de 3 mètres de long. À côté d'elle, l'autre assesseur semble préoccupé. Je m'installe à droite de la juge. C'est une magistrate d'une 40aine d'années que je connais un peu. Aujourd'hui, ses cheveux sont attachés à la va-vite et elle a l'air fatiguée derrière ses grandes lunettes noires. La juge démarre l'audience, la voix un peu tremblante. Elle explique qu'il y a eu un très gros problème. Aucune convocation n'a été envoyée aux parents des prévenus. Elle s'en est rendue compte seulement samedi soir. Depuis l'agression de Noé il y a 6 ans, les prévenus n'ont plus le droit de vivre au domicile de leurs parents. Ils vivent chez leur tante, leur oncle ou leurs grands-parents. Les jeunes ont reçu une convocation à leur nouvelle adresse, mais leurs parents n'ont rien reçu, et certains ignoraient donc la date du procès. La juge a passé tout son dimanche à appeler les avocats pour voir si, par miracle, les parents pouvaient quand même être tous présents ce matin. Mais pour certains, c'était impossible. La magistrate dit qu'on ne peut pas juger le dossier dans ces conditions, même si tous les jeunes sont majeurs aujourd'hui. Elle s'excuse platement de cette situation. Elle est soulagée que les avocats aient pu prévenir Noé et les prévenus.
Au moins, ils ne se sont pas déplacés pour rien ce matin. C'est déjà ça. La juge dit aux avocats qu'elle leur doit la vérité. Le contrat d'objectif, c'est une catastrophe. Les juges qui sont sur ces dossiers n'arrêtent pas de faire des renvois. Le ministère n'a pas donné assez de moyens. Il manque des renforts administratifs. Du coup, derrière, ça ne suit pas. Tout le monde est débordé. Voilà pourquoi quelqu'un a oublié de vérifier que les convocations aux parents étaient bien parties. La juge prend une grande inspiration et annonce qu'il y a encore une mauvaise nouvelle. Elle n'a aucune nouvelle date d'audience à proposer. Les plannings sont saturés. Normalement, elle devrait faire un renvoi sans date. Jusqu'ici, c'est ce qu'elle faisait dans ce genre de cas. Mais sa hiérarchie lui a tapé sur les doigts. On lui dit que ça revient à faire un déni de justice. Sa hiérarchie lui demande donc de donner systématiquement une date de renvoi. Elle va donc renvoyer l'affaire au 31 mars, dans 6 mois. Mais elle veut être transparente. Le dossier ne sera pas jugé en mars. Il sera à nouveau renvoyé. Soupir de mécontentement dans la salle. La juge s'excuse à nouveau. Je la sens au bord des larmes. Elle donne maintenant la parole à l'avocat de Noé. Il doit avoir 45 ans, mince, le crâne légèrement dégarni. Il se lève et ajuste sa grande robe noire d'un geste du bras. Il dit qu'il ressent une profonde colère, un sentiment de complète désolation. Il rappelle que Noé attend ce procès depuis 6 ans. Il se préparait à l'audience avec courage et détermination. Il a reçu un énorme choc quand il a appris hier soir que le procès n'aurait pas lieu. Noé veut tourner la page, il a besoin de ce procès pour avancer dans la vie. On piétine son droit à se reconstruire. La vérité, c'est que cette affaire sera peut-être jugée dans 2, 3, 4 ans, et peut-être même qu'elle ne sera jamais jugée. C'est au tour de la procureure de parler. C'est une jeune procureure que je vois pour la première fois. Elle se lève, la mine déconfite. Elle dit qu'elle est d'accord avec tout ce que vient de dire l'avocat de Noé. Elle ajoute qu'elle a honte d'appartenir à une institution qui maltraite les gens à ce point. Elle présente ses excuses, mais dit que c'est impardonnable. La juge des enfants donne la parole aux avocats de la défense. Une première avocate se lève. Une petite brune, au regard bleu acier. Son client avait 13 ans au moment des faits. Il en a presque 19 maintenant. Elle dit qu'il attend son procès depuis des années, qu'il n'en peut plus de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Aujourd'hui, son client est parfaitement acéré. Il veut tourner la page. Il veut payer sa dette à la société. La justice le lui refuse. C'est scandaleux. Un à un, les avocats de la défense se lèvent pour dire leur colère. L'audience de renvoi devient le lieu d'un procès. Pas celui qui était prévu, mais celui de la justice, de ses manquements, de ses fausses promesses. Je comprends que Noé et les 9 prévenus ne se soient pas déplacés au tribunal ce matin. Après tout, il ne s'agissait que d'un renvoi. Mais je me dis aussi que ça aurait été bien qu'ils assistent à ce procès de la justice, qu'ils entendent les excuses de la juge et de la procureure, qu'ils perçoivent leur malaise. On se retire pour statuer sur le renvoi. La salle des délibérés est juste à côté. On s'assoit autour d'une petite table ronde. Par la fenêtre, je vois qu'il y a toujours un grand soleil dehors. La juge sort de son sac une canette de Coca Zéro et boit une grande gorgée. Elle repose la canette, et là, elle ouvre les vannes. Elle dit qu'elle ne va pas bien, qu'elle n'a pas dormi du week-end. Elle se sent coupable alors qu'elle n'y est pour rien. Elle dit que ce contrat d'objectif met tout le monde dans une situation intenable au tribunal. On décide le renvoi du dossier à cette audience fantôme du 31 mars. Pour les prévenus, on lève l'interdiction de résidence au domicile des parents. Ça fait plus trop sens 6 ans après les faits. Par contre, on maintient pour tous l'interdiction d'entrer en contact avec Noé. Avant qu'on y retourne, la juge a quelque chose à nous dire, mais elle nous fait promettre de ne pas en parler. Elle nous apprend qu'un des prévenus de cette affaire a très mal tourné en 6 ans. Elle est passée à l'instruction la semaine dernière pour aller à la pêche aux informations. Et elle a découvert qu'il est en détention provisoire dans une affaire de viol. Un viol homophobe a priori.
Elle ne veut surtout pas que ça se sache. Elle a peur de se faire descendre par l'avocat de Noé, d'en prendre encore plein la tête. L'audience est reprise. La juge prononce le renvoi de l'affaire. C'est fini, l'audience est levée. Il est 11h, tout le monde repart. La juge nous dit au revoir, elle part s'enfermer dans son bureau. Elle espère ne croiser personne de la journée. Je sors du tribunal. Je ne suis pas pressée, je décide de marcher un peu dans le nouveau quartier qui a poussé autour de la mairie de Bobigny, puis je prends le tram et je rentre chez moi. Je passe une drôle de journée, je me sens désœuvrée. Le marathon n'a pas eu lieu. À la place, le sentiment d'un immense gâchis. Le soir, je découvre que l'avocat de Noé a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, il est sur le parvis du tribunal et il raconte le fiasco judiciaire de ce matin. Il dénonce l'abandon de la justice dans le 93. Sa vidéo est devenue virale en quelques heures. Sur la toile, le tribunal pour enfants de Bobigny se fait lyncher. En commentaire, tous les réacs de France et de Navarre semblent s'être donné rendez-vous pour parler laxisme de la justice des mineurs et ensauvagement de la jeunesse des quartiers populaires. Ce jour-là, certains, eux, ont bien rempli leurs objectifs. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur.